Ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 12 mai 2023, il est 8h et nous serons ensemble jusqu'à 9h30. Mina Abed est déjà parmi nous. Mina, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous. Comment ça va, Mina? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. Et il fait plutôt beau en ce moment. Un petit peu frais le matin. Un petit peu frais, voilà, un petit peu frais. Ça nous accompagne quand même, hein, une bonne brise le matin. Ça fait du bien. Ça fait du bien, effectivement. L'actualité en ce moment, tu as une idée? C'est-à-dire un indice de l'astronomie, de l'espace. Oui. Ce qui est tombé il n'y a pas longtemps, ce qui est passé il n'y a pas longtemps. Il y a eu énormément de vidéos sur les réseaux. Énormément de vidéos, énormément de questionnements. Exactement. Surtout des théories qui ont été posées, des problématiques, enfin des hypothèses autour donc du corps céleste qui est passé donc dans le ciel d'Algérie il y a de cela, c'était entre la nuit du 7 au 8 de ce mois-ci. Ben justement, le CRAC s'est penché sur cette question et nous allons en parler ce matin. De quoi s'agit-il? Donc ce corps céleste, c'est un astéroïde finalement. Ah oui? Oui, finalement. Finalement, mais on va revenir un petit peu sur ses caractéristiques et surtout son impact sur la Terre, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de questionnements. Hein. Exactement, il y a eu beaucoup d'appréhension, beaucoup de questionnements. Donc vraiment, il y a eu des questionnements autour de, j'ai lu autour de le rapport entre ce corps céleste et l'activité sismique, plein de questionnements. Et en même temps, il y a des théories logiques comme il y a des théories un petit peu loufoques. Oui, justement, nous allons éclaircir ceci en compagnie de notre invité ce matin. Et aussi, le corps médical sera à l'honneur ce matin en compagnie du docteur Fethi Benachnou. On parle beaucoup de médecins. C'est vrai que les médecins, ils font un travail colossal et ils sont toujours au devant de la scène quand il s'agit de pandémie, quand il s'agit de crise sanitaire. On l'a vu d'ailleurs durant la Covid-19, même d'autres pandémies, d'autres crises sanitaires. Mais il y a aussi une autre partie qui fait partie aussi de ce corps médical, le corps paramédical particulièrement. Il s'agit des infirmiers et des infirmières. N'est-ce pas? C'est des personnes les premiers qu'on rencontre. Les premiers qu'on rencontre et des personnes très présentes aussi. Très présentes. Très présentes. Aussi, un travail généralement psychologique. Beaucoup. Juste avant la piqûre. Juste avant la piqûre, Zama, oui, attendez. Pique, allez, c'est une aiguille. Zama, quand tu étais petite, tu n'avais pas peur, Zama. Quand j'étais petite, oui. Ça faisait mal. Après, j'ai pris l'habitude. Oui, après, on prend. Tu tombes souvent malade, Mina? Comment? Tu tombes souvent malade? Quand j'étais petite, je tombais souvent malade. Oui, bon, après, on est fragile. Hein, c'est vrai, quand on est petit, on est plus fragile que... Oui. C'est vrai. Et justement, les infirmiers et les infirmières, une journée mondiale leur est consacrée. Et on va revenir un petit peu sur le travail des infirmiers, leur responsabilité sanitaire, responsabilité médicale, mais aussi responsabilité sociale. On l'a dit, ils ont quand même un impact sur la psychologie, un grand impact sur la psychologie. Énorme. Et hommage leur sera rendu en compagnie de Dr Fethi Benachnou. Ce matin, nous nous intéresserons également à l'artisanat, c'est le mois du patrimoine qui va donc se poursuivre jusqu'au 18 de ce mois. Et cette matinée, nous allons avoir un invité qui va venir de Qlera. Et quand on parle de Qlera, on parle de vannerie par excellence, n'est-ce pas? Magnifique. Effectivement, donc le travail de vannerie est un travail magnifique, on retrouve beaucoup dans cette région et l'un des artisans sera parmi nous ce matin. Nous terminerons l'émission en musique, un très beau spectacle se promet donc à la salle Ibn Khaldoun qui sera animé par l'association Sandoussia. Voilà un peu pour le programme de cette matinée. Merci beaucoup à Amal Almi qui l'a programmé et proposé pour nous. Mais sinon, il va faire bon tout au long de la journée. Il va faire plutôt bon, oui. Il va faire plutôt bon. Oui. Il va faire beau. Une carte plutôt variée. Une carte plutôt variée, un petit peu de tout. Un petit peu de tout, voilà. Une carte plutôt prometteuse. Oui, voilà. C'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Effectivement. Tu donneras un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. Allez, ce sera juste après le jingle. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et voilà, de retour et on disait qu'il fera bon ce matin, une carte plutôt variée. Donc, plutôt variée, oui. On est en train d'apercevoir un retour des pluies. Retour des pluies, oui, c'est revenu à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Hier déjà, avant-hier, on a eu quelques gouttes sur le centre à Alger. Alger, oui. Hier, il y a eu quelques gouttes. Quelques gouttes, bon, pas grand-chose. Très timide, mais très timide, oui. Voilà. Les pluies sont un peu plus importantes à l'intérieur. Le plus important, c'est qu'il y ait de la pluie. Exactement. Peu importe en Algérie, le plus important. Tout à fait.
Complètement d'accord. Mais bon, ça serait bien aussi d'en avoir un petit peu sur Alger. Exactement, bon. Exactement. Ce sera Amel Laribi qui sera très contente. Ah, très contente, justement, rien que pour elle. Rien que pour elle. Voilà. Plus de détails, Mina? Avec plaisir. Allez, c'est à toi. Merci beaucoup, bonjour à tous, excellent réveil. Effectivement, on notera le retour des pluies sur les régions intérieures ainsi que sur la partie est. Des pluies assez marquées, notamment vers les Aurès, des pluies parfois accompagnées d'orages. Et puis on notera de la brume en début de matinée à l'ouest du pays avec un ciel dégagé en journée, quelques passages nuageux en début de matinée vers les côtes centre. Et puis on notera une belle amélioration à partir de l'après-midi, un ciel voilé vers le nord Sahara ou encore le sud-ouest. La Saoura, l'extrême sud, le Hogar et le Tassili avec de fréquents soulèvements de sable. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord, 32 degrés du côté de Rilizane, 25 degrés. Alger, 27 degrés à Tizi Ouzou, on notera 26 à Oran, 39 degrés à Ghardaïa, 38 à Béchar, 41 degrés à Tindouf, 44 degrés à Adrar, 42 à Insalah et enfin 41 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 40 et 50 km/h à l'ouest et au centre et entre 15 jusqu'à 25 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Europe pour cette journée. Eh bien, on aura droit à beaucoup de pluie à Paris, Londres, Madrid, Rome ou encore Istanbul, un ciel voilé à Kiev, nuageux à Moscou, voilé également à Berlin. Et puis côté température, on notera 13 degrés à Londres, 18 à Madrid, 23 degrés à Lisbonne, 21 degrés à Rome, 12 à Vienne et enfin 21 degrés à Moscou. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Donc on s'attend à plutôt une agréable journée. Exactement. Au nord, les villes côtières, au sud, on notera quand même oui, des températures assez élevées. Très très chaud. Il fait très chaud au sud, 44, 45. Oui. Et au nord, oui, 25 degrés. Des températures saisonnières plutôt. Saisonnières, oui. Bon, on évite la mer pour aujourd'hui, mais Voilà. ouais. Voilà. C'est pas le temps idéal. Peut-être pour aller se balader. Pour aller se balader, probablement, oui. Pour une aller se balade, balader, c'est quand même bon. Voilà. 25 degrés, des températures plutôt saisonnières, Exactement. agréables. Très agréable, mais on se baigne pas aujourd'hui. On ne se baigne pas. Voilà. Pas de baignade aujourd'hui. de sécurité Exactement. et bon conseil de Mina Abed. Je garderai longtemps le conseil de ne pas laver les voitures pour le week-end. J'ai pas lavé la voiture, je te jure. Bah oui, ça sert à rien. Ça sert à rien, effectivement. Bah écoute, tu la laves, après tu vois que le lendemain, il y a de la pluie. C'est décourageant ça. Bah, écoute. Aujourd'hui, on peut laver les voitures? Oui, pas de souci. Ah bah, très bien. Pas de souci. Voilà, on se rattrape. On peut se rattraper aujourd'hui, aucun problème. Effectivement. Mina, merci beaucoup. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure après un Visite du midi. Avec plaisir. Après celui de 19h. On se retrouvera demain pour Bonjour d'Algérie. Un petit point briefing à 9h30. Ah, évidemment. Je lui demanderai pas son café aujourd'hui. Bah oui, elle a demandé avant l'émission. Voilà. Et voilà, pour preuve. Et elle a été généreuse, Mina Abedda. À contre-cœur. Elle a été généreuse. Vraiment, elle a été généreuse et elle m'a même laissé me servir toute seule. Merci beaucoup, Mina. Parce que si je te donne un petit peu, tu vas te dire mchaha, donc autant te servir. Je me suis dit peut-être tahchem. Mais j'en ai pris un tout petit peu. Un petit peu. Mais en tout cas, il est excellent ton café. Merci beaucoup. En plus, sans sucre. Ah non, sans sucre. Voilà, en plus, sans sucre. Vraiment café healthy ce matin. Ah, café. Merci beaucoup. On sent le goût du café. Oui, on sent le goût. On l'apprécie. On l'apprécie. Surtout quand on est en bonne compagnie. Exactement. N'est-ce pas? Et surtout quand il est offert. Bon, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Tu me prépares psychologiquement pour demain ou comment ça se passe? Non, du tout. Non, du tout. Je ne vais pas abuser quand même. Non, il ne faut pas abuser. Voilà, c'est pas bien d'abuser. Je vais laisser ta générosité au moment opportun. D'accord. Voilà, au moment opportun. Je crois que comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, on va attendre encore peut-être l'année prochaine. Probablement, ou peut-être avant. L'année prochaine, c'est mieux l'année prochaine. D'ici là, on verra. En tout cas, merci beaucoup, Mina. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Et cette fois-ci, pause musicale nostalgique. Ce sera en compagnie de Sherifa. Et on se retrouve juste après.
Et voilà, pause musicale nostalgique qui a bien emporté quelque part notre docteur. Ah oui. N'est-ce pas? Très bon. Bonjour, La docteur. voix, Chérif, Sabah al-Khair. Ya Chérifa. Ah, il est parti, ça y est, il est parti. Oui, non. Et surtout, j'ai été attiré par Ahmed Srel Oui. Lama, le guitare, qu'on a oublié. On oublie ces gens-là. Il faut les mettre. Maintenant, on voit des gens échevelés avec des guitares, des trucs. Ahmed Srel Voilà, Lama. nous avons pensé à eux ce matin quand même en mangeant Non, bien sûr. Yatehum Saha, Allah yarhamhum. Oui. Très important. Voilà, effectivement. Ça va, vous êtes revenu? Oui, ça va. Non, je ne suis pas parti. Vous avez été emporté à un petit moment. Quand on tient à l'authenticité Oui, oui. de sa personnalité, on ne peut pas rêver. C'est vrai. On ne peut pas s'envoler. On a les pieds sur terre. Oui, ah oui, ça c'est bien dit, effectivement. Voilà. C'est bien dit. En tout cas, on remercie notre script à Radia Abou Amel qui a choisi pour Ah, notre c'est chanson. excellent Elle fait toujours comme de bons choix. choix, Radia. hein, Eh, ça. excellent, excellent. On la salue. Eh ben voilà, merci à toi, Radia. Alors aujourd'hui, docteur, ça va être un hommage que vous allez rendre à l'une des composantes de l'équipe médicale, de l'équipe paramédicale. Essentiel, la plus authentique, la plus originelle, pas originale, originelle de la team thérapeutique. Je fais de l'anglais de bon matin, de l'équipe thérapeutique. Pourquoi la plus originelle? Parce que c'est, vous savez que la santé, les soins, dans l'historique, c'était apporter de l'aide aux gens qui en avaient besoin. Oui. Les pauvres, les infirmes, d'ailleurs le mot infirmière vient d'abord c'est des infirmières. C'était des femmes et parfois c'était même des princesses. Regardez la reine Élisabeth qui faisait infirmière durant la Seconde Guerre mondiale parce que ça c'est la réalité, la création de l'être humain. La femme apporte cette humanité, cette douceur, ce calme, tous ces éléments-là. C'est comme ça qu'elles étaient et d'abord, ensuite, c'était les sœurs. Ce qu'on appelle les sœurs, dans les congrégations, tout ça, qui, elles, étaient versées, et l'hôpital de la charité, par exemple, c'était un endroit où la charité prédominait, où l'humanisme prédominait, où apporter de l'aide, et il y a même des moments très graves où les gens fuyaient, eux venaient, les lépreux, tous ces éléments-là, l'infirmière, ces femmes-là, apporter cette touche humanitaire et elle se donnait, elle se consacrait, c'était le verbe, à aider les pauvres, les infirmes, les malades. Et au fur et à mesure, elles se sont associées à l'acte de soin.
elles étaient des assistantes des médecins. Et ça a évolué. Maintenant, ce sont des infirmiers et infirmières. J'aime pas le mot paramédical. Je crois qu'il faut revenir à l'appellation d'infirmière. Elles portaient une tenue, et ça c'est extrêmement important. C'est pas une blouse. Et même maintenant, par exemple aux États-Unis, en Angleterre, dans certains pays d'Asie, elles portent une tenue spécifique avec calotte, tandis que là maintenant c'est juste une blouse. Elles sont devenues très techniques. C'est ce que nous voyons sur la photo. Je ne sais pas si on peut revoir. Allez-y, en attendant voilà, c'est ça. Elles sont devenues très techniques, c'est-à-dire compétences, ayant des données techniques, scientifiques, et elles doivent en réalité appliquer, suivre les consignes prescrites par les médecins. Ensuite, et je remercie sincèrement du fond du cœur d'un Algérien, cette photo des infirmières qui étaient dans les maquis. Dans les maquis, oui. Dans les maquis, en pleine guerre. Elles risquaient, quand il y avait un bombardement ou là, elles perdaient la vie. Il y en a qui perdaient la vie et qui apportaient un minimum, le b.a.-ba des soins pour les moudjahidines. Regardez, c'était là la table est garnie de produits, mais c'était difficile pour l'avoir. C'était difficile. C'était les infirmiers et les infirmières qui étaient en ville, à Alger, ou Oran, ou Constantine, qui fournissaient regardez comme c'était bien organisé et qui faisaient remonter juste dans les maquis. Et ensuite, le fait que la personne soit prise en charge. Ça veut dire qu'on lui accorde une certaine attention. Et ça renforce. Imaginez ces moudjahidines. C'est ce qu'on disait en compagnie de Mina Abed ce matin, c'est-à-dire les infirmiers, en plus de l'apport médical, de l'apport santé qu'ils apportent, technique, mais il y a tout cet apport psychologique qui est le plus important finalement. Et ça existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous savez que les infirmières sont les plus proches que les médecins. Oui. C'est le premier contact que nous avons d'ailleurs avant de voir les médecins. Et croyez-moi, l'infirmière arrive à avoir des révélations, à avoir des secrets relatifs et qui peuvent aider à la prise en charge. C'est pour ça que ce qui est important, c'est de revenir aux réunions du matin où les infirmières doivent être présentes, parce que, croyez-moi, elles arrivent à avoir de précieux conseils. Je me souviens, quand j'étais en stage en France, le patron demandait aux infirmières, alors le malade de la chambre 12, qu'est-ce qu'il y a comme... Elle dit, il n'a pas reçu ses parents, il a pleuré, il m'a raconté ceci, cela, c'était important dans la prise en charge. Donc vous voyez que l'infirmière, je dis infirmière, j'aime pas le mot paramédical. C'est vrai, moi je parle de l'infirmière en tant qu'auxiliaire, en tant que partie prenante dans l'équipe thérapeutique. Je ne parle pas du côté statut, parce que les gens mélangent maintenant la compétence et le statut administratif ou politique ou je ne sais quoi. Moi, je crois qu'il faut s'en tenir et ne pas éloigner l'infirmière de sa raison d'être, c'est d'être un apport extrêmement important. Par exemple, quand on prescrit un traitement, surtout l'hôpital, par exemple cette perfusion, le goutte à goutte, le nombre de gouttes par minute, tout ça, et c'est elles sont d'une dextérité absolue. Précision. Très, on leur dit, voilà comment le schéma thérapeutique, voilà, vous allez suivre la malade numéro 5 ou un truc comme ça. Numéro 5, c'est le numéro du lit. Et ça, c'est important. Par contre, elles ont des horaires de travail terribles. Et deuxièmement, il y a des petits chefs qui jouent au chef. Et qui viennent les brimer, les bousculer. Je crois que c'est important. Et nous, les médecins,
on a été formé, c'est grâce aux infirmières. Je vais vous expliquer. La première, tu sais, dès que les gosses naissent, dès que l'enfant naît, on doit lui faire son BCG. Oui. Mais l'enfant, c'est une éponge. Il est trop liquide, alors ça glisse. Et moi, ça a été une infirmière qui venait, qui me montrait. Et, voilà, on a une image très belle. Voilà, ça c'est la sage-femme. La sage-femme qui doit être aidée par des infirmières. Et là, elle aide, selon des données scientifiques, la viabilité de ce nourrisson qui vient de naître. Et surtout, elle lui transmet ce côté, il est apaisé entre ses bras, sincèrement. Le ton de sa voix, le ton. En plus de ses compétences techniques, il y a son côté féminin. Et j'y tiens beaucoup, les femmes. Une femme, c'est une femme, elle a ses propres caractéristiques, elle a sa propre riche personnalité, et l'homme est aussi... Mais aujourd'hui, l'infirmière se conjugue aussi au masculin. Oui, l'infirmier, c'est... Il y a des infirmiers aujourd'hui, c'est vrai qu'au départ... Et des sages-hommes, voilà, il y a également des sages-hommes. Non, je crois que si on prend le côté... Historique. Oui. Je crois que c'est important l'histoire dans l'évolution des professions. Ça, c'est ce qui a caractérisé les femmes. C'est cette présence de sensibilité spécifique à la femme, en plus de ses compétences techniques. À partir du moment, quand je dis paramédical, là c'est rendre anonyme et l'homme et la femme. Si on dit infirmier et infirmière, je crois qu'on accentue certaines caractéristiques qui ne peuvent pas être ignorées ou mises de côté par un développement technologique. Ça reste un écran, un ordinateur, comment on appelle ça, une télétransmission, je ne sais pas comment, ne peut pas remplacer la présence, la voix, la sensibilité, la compétence d'un être humain. Dans ce cadre-là, c'est l'infirmière. Mais si on se base sur le fait que non, tout peut être remplacé par technique, tout ça, c'est atroce de remplacer une infirmière. Attention, le travail est de plus en plus technique et de plus en plus exigeant. Et en Algérie, on a des écoles, la fameuse école traditionnelle de longue date, l'école de formation paramédicale des infirmières du Sindé. C'est une école qui a une longue tradition depuis des décennies et qui fournit ce personnel infirmier. À mon avis, il faut accentuer le côté humain en faisant des jeux de rôle au cours de la formation. C'est vrai qu'on doit transmettre la science, mais en même temps, accentuer surtout, c'est les jeunes générations. Je crois que c'est et pour les femmes et pour les hommes, la communication, comment communiquer avec un malade, et surtout faire prendre conscience aux femmes que c'est une femme, elles apportent une plus-value spécifique qui est d'un très grand apport. Elle va apaiser le malade en plus de le soigner. Effectivement, justement, pour revenir sur ce côté humain, sur ce côté psychologique, docteur, il faut dire, si on revient aussi à l'histoire, si on revient par exemple aux infirmières au maquis, si on prend l'exemple encore une fois de la glorieuse révolution algérienne, c'était pas forcément des femmes qui étaient formées pour être infirmières, mais c'est l'engagement vis-à-vis du pays, l'engagement vis-à-vis de l'indépendance. Et elles ont pu finalement se former dans le tas et apporter leur aide comme elles pouvaient. Et elles ont pu sauver des vies quand même. Pourquoi on a réussi à libérer notre pays? Ce n'était pas uniquement les armes. C'était justement celui qui portait l'arme. Il y avait derrière lui toute une logistique. Ceux qui défendaient sa santé, ceux qui prenaient en charge la population, parce que ça se passait dans des deshara, là, et c'était ceux qui préparaient à manger. Ce n'était pas uniquement les armes. Une guerre ne se livre pas parce que vous avez le meilleur char ou la meilleure arme ultra moderne ou le meilleur avion. Si vous n'avez pas une logistique populaire du peuple qui adhère, le peuple qui adhère à ces choses-là, et justement, le fait, croyez-moi, et on est humain, le fait que
par exemple, un moudjahid qui était blessé, et le fait de venir de savoir qu'il y a quelqu'un, et surtout une femme, et qu'il n'y avait pas d'école, c'était des volontaires qu'on a formés sur place. C'était une formation, celui qui connaissait quelque chose le transmettait et en avant. Moi j'ai vu un documentaire à la télévision algérienne où on amputait des gens, mais à vif. C'est pas comme maintenant la clinique Zohor avec je ne sais quoi, ce qui est bien, ce qui est normal. C'est l'évolution. Non, il n'y avait ni anesthésie ni rien. Et là, ensuite, il fallait un certain réconfort, une certaine présence, d'autant plus qu'il n'y avait pas assez de médicaments et de matériel. Et là, c'était des infirmières, les sœurs moudjahidettes, qui elles étaient moudjahidettes, qui ont il y a des noms célèbres, on ne va pas les citer, mais il y en a qui sont mortes au combat, qui sont mortes, et ça c'est important. Moi je trouve qu'il faut, ce n'est pas juste une journée, c'est une longue tradition des infirmières à travers l'univers, mais surtout rendre hommage aux infirmiers et infirmières qui ont soigné les moudjahidines. Et il y en a même, regardez, elle faisait partie d'une filière. Il y avait une moudjahida qui était enceinte, qui était avec son mari, elle était enceinte. Elles arrivaient à les faire descendre en ville, les faire hospitaliser au vu et pas au su, juste des responsables des hôpitaux qui étaient français, tout ça. Elle la faisait accoucher, elle s'occupait de son enfant, ensuite elle la faisait, comme on dit maintenant, exfiltrer vers le maquis. Regardez ce côté spécifique à la moudjahida, mais attention, actuellement aussi, on a des infirmières moudjahidettes qui, dans des conditions parfois difficiles, surtout psychologiques. Moi, je parle surtout de certains sous-chefs qui jouent au chef et qui sont, ils les maltraitent, ils croient que ce sont des servantes, je crois qu'il faut revoir en urgence la situation, la position, l'échelle des valeurs, docteur. L'échelle des valeurs. On est responsable dans un coin, on n'est pas le tyran de tout un temps. Non, je crois qu'il y a un règlement à respecter pour tout le monde. Et elles jouent un rôle, il faut les valoriser. Il faut les valoriser et surtout bien les former au point de vue humain. Voilà. La jeunesse maintenant, que ce soit et les garçons et les filles, on croit que c'est une fonction mécanique. Non, il y a une fonction humaine, humanitaire. D'abord, et c'est très important. Le fait de parler avec un malade, c'est 1000 fois mieux qu'un médicament. Effectivement. Et voilà. Voilà, c'est ce qu'on dit, la psychologie, quand tu as plus de 50% dans le processus de traitement de guérison. Oui, ce savoir tout proche. Ce savoir quand j'ai quitté ma famille, je suis malade, être malade c'est quelque chose d'extrêmement angoissant. Le fait que quelqu'un qui est en même temps soignant, et regardez ce très belle photo où c'est le cœur qui compte beaucoup. Regardez, elle est équipée, elle est bien prête au travail au sens objectif, scientifique du terme, mais regardez comme elle a de beaux yeux qui brillent et surtout... J'étais sûre que vous alliez parler de ce regard pétillant, docteur. Pétillant, non, et surtout le cœur. D'abord, je suis un cœur et au service des patients. Tout le côté humain. Donc sur cette note positive, on termine. Docteur, alors vous avez beaucoup évoqué aujourd'hui les infirmières et toutes ces femmes qui ont investi le maquis d'ailleurs pour apporter leur... Moudjahidettes, voilà, tout simplement. Merci beaucoup, docteur. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une autre Inch'Allah, sans problème. Et bonne fête aux infirmières. Et pour ne pas faire de jaloux aux infirmiers. Aux infirmiers aussi, qui font aussi un beau travail. Ils font aussi un beau travail. Alors, parlant justement de toutes ces moudjahidettes, Faria Al-Hamdi, notre ami, a rencontré l'une de ces moudjahidettes qui a été infirmière au niveau du maquis. Il s'agit de Ben Mohamed Maryam, dite Mimi. Je vous laisse voir ce portrait. On se retrouve juste après. Belle, jeune, mais aussi rebelle. Maryam Ben Mohamed, dite Mimi, un témoignage vibrant d'émotion, de vérité et de sincérité.
Notre rencontre avec Mimi nous a permis de connaître et de découvrir les petites histoires de cette dame qui a fait la grande histoire. Je suis montée au maquis. J'ai vu les blessés, l'endroit aussi. Et puis c'est là où j'ai commencé à soigner. Mais à ce moment-là, je n'avais pas de blessés. J'avais qui venaient parce que j'avais un refuge. C'était plein. Il y avait un refuge à la maison, chez moi, à mes 5 maisons. Et puis je faisais la navette avec Dahawak. Mimi est de celles qui sortent de leur silence pour raconter ce qu'a été son parcours de maquisarde et d'infirmière. J'étais Ain Bissem, ça fait Ain Bissem, Palestro, qu'est-ce que j'ai fait encore Bourground, là où on a enterré. Ain Bissem, je la connais, je connais Médéa. Après, je faisais un peu l'infirmière ambulante. Un jour, je faisais toute la tournée de la zone. Je savais où il y avait un ratissage, qu'il ne fallait pas y aller. Il faut y aller à tel endroit, là où je mettais mes blessés. Donc, mes blessés, je les mettais dans un endroit. Et j'allais les voir, c'est toujours à Palestro. Des femmes qui se battent pour la justice, la dignité et l'indépendance. Cette combattante a rejoint les rangs de l'ALN alors qu'elle n'avait à peine 27 ans. Mais elle garde toujours en mémoire des événements ayant marqué son itinéraire. À une BCM, par avance, plusieurs fois, je suis tombée dans les atterrissages. Déguisée, habillée comme maman, tout ça. Et je faisais comme ça pour dire que je faisais la cuisine. Et je suis tombée plusieurs fois. Nous avons quitté Mimi tout en lui souhaitant longue vie. Et voilà, c'était donc un portrait de Ben Mohamed Meriem, dite Mimi, une infirmière, une moudjahida, elle donc qui a décidé de monter au maquis, d'apporter comme elle peut donc sa pierre angulaire pour l'indépendance du pays. C'est Fariad Hamdi qui l'a rencontrée pour nous. Revenons à l'actualité de la semaine, donc entre le 7 et le 8, vous avez certainement entendu parler de cette actualité céleste, un corps céleste donc qui est passé par le ciel de l'Algérie. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité, M. Djounaï Baba Issa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors vous êtes chercheur au niveau du CRAG. Tout à fait. Et voilà. Alors on a eu de la visite. De l'espace. Oui, voilà. Donc, comme vous venez de le dire, donc la nuit du 7 au 8, exactement, on va dire vers 23h59 et 46 secondes. C'est pas passé inaperçu en tout cas, Voilà, chez les internautes, chez les utilisateurs des réseaux sociaux. Ceux qui veillaient, donc ils ont pu observer une vive lumière dans le ciel, et donc ils étaient ceux qui étaient émerveillés de voir un tel spectacle. Donc il faut savoir que c'est un phénomène astronomique naturel. Donc dans le jargon, dans la langue française, on dit étoile filante par exemple. C'est pas une étoile filante. Oui, une étoile filante, nous avons l'habitude avec. Oui, une étoile filante, elle est beaucoup moins lumineuse. Oui. D'ailleurs, le mot scientifique, c'est pas étoile filante, on dit météore. Donc c'est un météore. Pourquoi j'ai utilisé le mot étoile filante? Afin que les téléspectateurs et les téléspectatrices puissent avoir déjà une idée. Donc c'était à vos souhaits. Merci. Donc je disais que, en ce qui concerne ce météore, il était très brillant. Et donc, pour le comparer par rapport à sa lumière, d'ailleurs, la Lune elle était observable, donc il était beaucoup plus brillant que la Lune. Vous imaginez une intensité lumineuse assez conséquente. Et donc, il a traversé le ciel de l'ouest vers le sud-est.
Donc il y a plusieurs dizaines de témoignages à travers le territoire national. Il a été observé à Tlemcen, à Sidi Bel Abbas, Aflou, Rouat, Gherdaya, Alger, Tizi, Boussaada, Msila. Donc vous imaginez pourquoi? Parce qu'en général, quand est-ce qu'un tel objet puisse être observable? Lorsqu'il commence à traverser l'atmosphère. Oui. Et donc, il va se chauffer, donc il devient incandescent, et il va ioniser son milieu. Donc voilà à peu près. Voilà, mais quelles sont les caractéristiques finalement de ce corps? C'est quoi au juste? Il a été identifié d'abord, c'est quoi au juste? Il faut savoir que la Terre tourne autour du Soleil, et donc il y a beaucoup de poussière. Donc il y a de la poussière dans l'espace interplanétaire. Et donc, et à travers la rotation de la Terre et son déplacement autour de... Parfois, elle peut heurter de la poussière. Et donc la poussière, elle peut être de la taille micrométrique. Là, nous sommes en train de voir des images. Vous pourriez voilà, peut-être nous là, on est en train de voir un essaim météoritique qu'on appelle les Géminides. Donc, tout au long de l'année, il y a parfois la Terre traverse des endroits où il y a beaucoup de poussière et donc il y a des étoiles filantes. C'est ce qui est connu par la pluie des... La pluie des... des météorites. Je préfère, c'est pas une sorte de pluie parce qu'on a l'impression qu'il y a mais dans le jargon quotidien, voilà. Et donc, par exemple, il y a les Perséides au mois d'août, il y a les Léonides au mois de novembre et il y a les Géminides au mois de décembre. Donc, chaque année, à la deuxième moitié de la nuit, si on veille assez tard, et donc on sort la nuit, on met notre doudoune et on commence à observer le ciel. Et là, le spectacle est là. Il faut savoir que parfois, par exemple en ce qui concerne les Léonides, le record était en 1933. Il y avait 144 000 étoiles filantes en 1 heure. Impressionnant. C'était un spectacle. Un spectacle. Donc, il faut savoir aussi pour ne pas confondre les étoiles filantes ou les météores avec les comètes. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, les météores ont une petite taille de l'ordre micrométrique, on va dire, quand c'est de la taille du centimètre ou une dizaine de centimètres, là, ça devient assez conséquent. C'est comme ça qu'on parle de bolide. Donc, il est assez gros, donc il se consume à travers les couches atmosphériques. Et donc, il est très brillant, comme c'est le cas du bolide qui a été observé la nuit du 7 au 8. Donc, je reviens à ce qui concerne les comètes. Les comètes, ce sont des corps célestes qui tournent autour du Soleil, donc qui ont une taille assez respectable, à peu près entre 5, 10 jusqu'à une quarantaine de kilomètres. Et donc, ils sont composés essentiellement de glace. Donc c'est un conglomérat de glace, de poussière et de gaz, etc. Et donc ils tournent autour du Soleil. Ces comètes, ils ont la particularité d'avoir une orbite très elliptique. C'est-à-dire qu'ils s'approchent beaucoup du Soleil et parfois ils sont très très loin du Soleil. Donc quand ils sont très loin du Soleil, donc ils sont gelés. Et dès qu'ils commencent à s'approcher du Soleil, ils commencent à former une sorte de... il y a eu... donc voilà, la photo... Là, c'est une météorite. Voilà, donc c'est ça. Ça, c'est le noyau cométaire. Donc, c'est le noyau d'une comète. Donc, il commence à s'approcher du Soleil. Et quand elle s'approche du Soleil, elle commence à s'effriter. Et donc, il y a une sorte de très grosse atmosphère qu'on appelle coma. Et on a des traînées, des queues comme ça qui expliquent l'émanation des gaz qui sortent de cette comète. Et donc, les comètes, par exemple, il y a eu des comètes qui étaient observables à l'œil nu, comme la comète de Halley en 1986, ou encore, on va revenir en ce qui concerne les astéroïdes. Je parle bien sûr des comètes. Et donc, les comètes, par exemple, en 1997, là, on est en train de voir ça, c'est une photo d'une comète. Et donc les comètes, par exemple en 1997, il y a eu la fameuse comète Hale-Bopp qui était observable à l'œil nu. C'est-à-dire qu'on l'observe aujourd'hui et demain on va encore l'observer et le surlendemain, etc. C'est-à-dire que c'est une tache floue qui se déplace dans le ciel. D'accord. C'est ça une comète. C'est pas une traînée très rapide qui dure 2, 3, 4 secondes. D'accord, parce que c'est un corps assez imposant, etc. Maintenant, on revient aussi aux astéroïdes. Les astéroïdes,
ils sont, comment dirais-je, ils sont constitués de pierres, de métaux, etc. Donc ils sont pierreuses comparés aux comètes qui sont essentiellement constituées de glace. Et donc les astéroïdes tournent. En général, la plupart des astéroïdes sont concentrés entre la planète Mars et la planète Jupiter. Donc il y a une assez grosse ceinture qu'on appelle la ceinture principale, et donc elle contient un maximum d'astéroïdes qu'on vient d'observer. Et donc c'est des pierres qui ont la taille de plusieurs kilomètres de diamètre jusqu'à une centaine de kilomètres, et donc ils tournent autour du Soleil. Il s'avère parfois, du moment qu'il y a beaucoup de pierres, etc. dans l'espace, il s'avère que parfois, donc il y a des corps qui peuvent heurter la Terre. Et donc du coup, là, par exemple, ça, c'est une météorite qui causer des dégâts parfois. C'est très rare. Si on revient à quelques millions d'années en arrière. Oui, bien sûr, les dinosaures. Mais je reviens à cette image impressionnante. Oui, c'est une météorite qui est tombée en Algérie, à Tamantet, dans la wilaya d'Adrar. C'était en 1864. D'accord. Donc c'est une météorite, c'est une sidérite, donc elle est constituée principalement de fer. Et donc, malheureusement, elle est en France. Donc, à l'époque coloniale, ils ont pillé notre patrimoine. Donc, il y a plusieurs météorites algériennes qui se trouvent dans les musées du monde. Donc, il y a une autre météorite très, très importante. Elle est de couleur verte. Et donc, cette météorite qui est tombée en mai 2020. Le hasard a voulu, voilà, on est en train de la voir. Donc cette météorite, elle est tombée en mai 2020. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit aussi colorée que ça? Parce que c'est une chondrite. Une chondrite, c'est-à-dire que c'est un conglomérat de plusieurs tout petits grains. Et donc ça a formé cette météorite. Et donc cette météorite qui est tombée à Erguichash, donc toujours dans la wilaya d'Adara, donc c'est un pur hasard bien sûr. Oui. Et cette météorite, elle est très 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 importante. Pourquoi? Parce qu'elle est plus vieille que le système solaire. D'accord. Donc ça veut dire qu'elle a été la naissance de cette météorite. Oui. Donc elle est beaucoup plus vieille que le système solaire. Et donc, elle a été découverte en Algérie et malheureusement, on l'a spoliée. On ne sait pas comment, mais maintenant, elle se trouve dans des laboratoires à l'étranger. Et donc, c'est un appel pour dire qu'il y a des gens qui nous spoilent, qui nous prennent nos météorites. Donc, il serait souhaitable qu'il y ait une culture en ce qui concerne ces objets qui nous donnent des informations capitales de la naissance de notre système solaire. Effectivement. Donc voilà. Impressionnant. Je reviens bien sûr au bolide, le fameux bolide qui s'est produit la nuit du 7 au 8 mai. Donc en ce qui concerne ce bolide, le premier flash, parce qu'il y a eu 2 flashs, donc le premier flash, donc il était à peu près à une quarantaine de kilomètres. Donc on a une équipe au niveau du CRAG qui travaille en ce qui concerne tout ce qui est astéroïdes, comètes, les traversées des objets, voilà. Et donc on travaille dans ce domaine de recherche, et donc on s'intéresse pour essayer donc selon les différents témoignages et pour avoir la direction, et donc pour calculer la vitesse apparente, la masse. Donc d'après nos calculs préliminaires. Alors, on a justement quelques informations sur la masse, la vitesse. C'est des c'est des calculs préliminaires pour l'instant, parce qu'il faut ramasser le maximum de données pour qu'on puisse avoir. Voilà, donc ça c'est le fameux bolide qui a été observé avec on peut dire qu'il a atteint la magnitude moins 18, beaucoup plus brillant que la Lune, pendant un laps de temps bien très court. Et donc, à partir de, on va dire, à une quarantaine de kilomètres du sol, il y a eu le premier flash parce qu'il s'est disloqué
Donc il s'est 40 frité. km du sol, mais il était très proche. 40 km, oui, parce que en général, l'atmosphère commence à peu près à une centaine de kilomètres. Donc il commence à pénétrer les couches atmosphériques, il commence à se chauffer, l'objet en question, et quand il commence à se chauffer, il va s'effriter. Donc il s'est frité, il va se disloquer, et donc il y a une vive lumière, et donc voilà ce qui s'est passé. Donc à une quarantaine de kilomètres, il y a eu deux flashs à peu près, entre 40 et 25 kilomètres, et il s'est consumé dans l'atmosphère. Maintenant, on ne sait pas, est-ce que l'objet en question, est-ce qu'il est tombé, ou est-ce qu'il s'est consumé carrément dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère. Voilà, mais sinon, quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce que vous voulez dire par caractéristiques? Le poids. Le poids aussi concerne la masse, vitesse, on va dire la masse. Voilà, la vitesse, on a estimé une très grande vitesse supérieure à 27 km. 27 km par seconde, et une masse qui dépasse les 10 kg. Mais encore, je voudrais dire que c'est des calculs préliminaires. Oui. Parce qu'il faut travailler, et donc on peut améliorer les calculs, donc moins ou plus. Voilà, mais sinon, il faut dire que cet événement céleste a suscité beaucoup d'intérêt. Déjà, on a vu des partages sur les réseaux sociaux, mais surtout beaucoup de questionnements. La toile était en effervescence. Voilà, en effervescence, voilà, effectivement, aussi lumineuse finalement que le Tout à fait, voilà, c'est ça. Mais sinon, il y a eu beaucoup de questionnements, il y a eu beaucoup d'appréhension, surtout par rapport à cette visite, à cette très courte visite céleste. Donc, on a associé ce corps céleste à probablement des séismes qui vont en venir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour soulager un petit peu toutes ces appréhensions? Il faut savoir que c'est un tout petit objet, et donc il n'a rien à voir avec le séisme. Le séisme, c'est une activité autre. C'est une activité terrestre qui n'a rien à voir avec un petit corps qui fait peut-être une petite taille de 5-10 cm. Ce n'est pas un objet qui va faire un séisme. Donc, détrompez-vous, il n'y a rien à voir avec les séismes. Donc, c'est pour ça qu'au début, j'ai essayé d'expliquer pour avoir une idée sur ce qu'une étoile filante, un météore, un bolide, une comète, un astéroïde. Donc, ce jargon doit être connu par les téléspectateurs pour qu'ils puissent comprendre ces phénomènes astronomiques. Voilà, alors justement, ces phénomènes, donc c'est un phénomène tout à fait naturel. Il se produit souvent par an? Oui, tout à fait. Il se produit, par exemple, quand on parle de la même énergie, à peu près dans le monde, on a une dizaine de bolides par an. Cela dit, comme je viens de le dire, qui ont à peu près la même énergie. C'est-à-dire qu'il y a encore moindre énergie, c'est-à-dire que moins brillant, ou encore beaucoup plus. S'il est beaucoup plus brillant, c'est-à-dire que le nombre est un peu plus. Oui, je me suis souvenu qu'il y a en 2005, il y avait un astronome américain qui a fait des calculs, et il a remarqué un objet, un petit astéroïde de 5 mètres. Et donc cet astéroïde, donc du moment qu'il a fait les calculs, il a remarqué qu'il va tomber sur la Terre. Et effectivement, il est tombé sur la Terre, et il est tombé au Soudan. Donc c'est la première fois que des astronomes puissent prédire avec les calculs l'endroit où l'objet va tomber. Et donc il a contacté l'université de Khartoum. Donc il y avait un prof, et donc ils ont fait une battue avec les étudiants, et ils ont trouvé la météorite. Voilà. C'était en 2005. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. Hein. Donc maintenant, c'est tout le monde qui est en train de guetter finalement le bolide, où est-ce qu'il est tombé, finalement. Cet objet. Donc, aux dernières nouvelles, on sait que c'est Msila Boussaada, on n'en sait rien. Après Msila Boussaada, est-ce qu'il est tombé à Tbessa ou en Tunisie ou en Libye? On n'en sait rien. Alors là, c'est une invitation à tous les habitants de Msila de Boussaada d'aller faire n'est-ce pas? Notre pays est assez mais là, vaste. vous donnez une Et puis, comment reconnaître une météorite? En général, du moment que l'objet en question se frotte dans l'atmosphère, donc la couche de cet objet devient noire. D'accord. Donc, c'est une couleur caractéristique de l'objet. Donc, si on remarque un objet de couleur noire, c'est-à-dire qu'il y a une très forte probabilité que l'objet en question est tombé du ciel. Cela ne va pas dire que c'est une météorite, parce que
il y a des pierres de couleur Qui sont riches noire. en fer, tout simplement. Non, pas nécessairement riches en fer, mais qui sont volcaniques. Donc du moment qu'ils sont volcaniques, ils ont tendance à une couleur très sombre. Donc à ne pas confondre. Donc c'est les géologues, on va dire les géochimistes qui ont beaucoup plus de connaissances que nous, astronomes, et qui reconnaissent les météorites. Donc voilà. Donc là, c'est un peu un appel qu'on peut lancer pour prendre attache disons finalement avec les scientifiques, avec les spécialistes. Il faudrait qu'il y ait une science participative où nos concitoyens puissent avoir une culture là-dessus. Donc ça veut dire que dans les pays occidentaux, donc la population a une certaine culture, c'est-à-dire que quand ils voient un phénomène, ils contactent les autorités, ils essayent voilà, les scientifiques, et donc ils trouvent l'objet en question. Et il faut savoir que scientifiquement, il contient une mine d'informations inestimable. Oui. Donc, quand on trouve des météorites comme ça peut nous donner des informations sur la naissance du système solaire. Voilà, mais sinon, pour clôturer sur ça, Monsieur Baba Issa, alors ce genre de phénomènes qui arrivent comme ça occasionnellement, quel pourrait être leur impact sur la recherche scientifique, donc concernant déjà le système solaire, l'histoire du système solaire vous venez de répondre ou donner des informations, effectivement, parce que étudier les météorites ou étudier les objets en question, ça nous donne des informations très importantes sur la naissance et l'évolution de notre système solaire. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est un phénomène récurrent. Il y a eu dans le passé plein d'observations en 2016, en 2019. Donc les gens en été, quand ils sortent, parce qu'ils veillent, parce qu'en général ça arrive la nuit, et donc quand ils veillent, ils ont tendance à observer de tels phénomènes. Ah ben voilà, en tout cas, on vous remercie, Je vous remercie de nous avoir apporté un peu plus d'informations sur ce phénomène. Merci beaucoup à vous, M. Djounay Baba Issa. Je rappelle, vous êtes chercheur au niveau du CRAG. Voilà, merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue, pause musicale en ce moment, et ça va être en compagnie de l'association Sendoussier, que nous allons recevoir d'ailleurs juste après. À tout de suite.
Mais non. Allez, de retour sur le plateau et les représentants de l'association Sandosia sont parmi nous ce matin, à savoir sa présidente, Madame Rabia Bahidjatriki. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci de nous avoir invités. Et parmi nous également notre membre de l'association, il s'agit de Sofiane Bouchafa. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes percussionniste, vous êtes sur le chant et vous êtes le président du comité. La commission pédagogique. La commission pédagogique. Voilà, la commission pédagogique. Alors aujourd'hui, on parle de l'association Sandosia, puisque demain, un bel événement. Et vous nous promettez un bel événement. Inch'Allah. Allez, je vous responsabilise. De tout cœur. J'espère qu'on sera à la hauteur de tout ce qu'ils ont répété pendant un bon moment. Inch'Allah, tout sera... Voilà, donc, presque parfait. Voilà, Inch'Allah. Donc l'événement est prévu demain à la salle Ibn Khaldoun, à partir de 18h. C'est ça. Et on passera en deuxième position après Dar al-Ghamatiya. D'accord. Alors, bien entendu, un programme a été travaillé dessus. C'est Nouba Gharib, c'est bien ça, hein, Sofiane? Nouba Gharib, oui, c'est ça. Il y a eu des petites nouveautés, non, dans le programme? Alors, le président de la commission va nous en parler probablement. Non, pas nouveauté. On a choisi quelques morceaux de la Nouba Gharib. Bon, on a essayé de piocher un peu dans je dirais dans les vieux livres. Alors, on a essayé de choisir des morceaux qui ne sont pas très connus. Enfin, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas très connus du grand public ou des associations, mais qui sont un petit peu oubliés par le temps. Parce que, vous savez, on a tendance à choisir toujours les mêmes morceaux. Je parle des Qu'est-ce qui fait justement qu'on choisisse toujours les mêmes morceaux? Est-ce que c'est la demande du public, par exemple? Non, ce n'est pas la demande du public. C'est, je ne sais pas, par facilité, par facilité et des fois par manque de temps aussi. Parfois par manque de temps. Le public est habitué quand même à certains morceaux. C'est vrai, mais le public aussi. Hein. Vous savez, par manque de temps, parce que parfois on est dans l'association, bon, on répète quelques morceaux. Il y a le coup de téléphone qui sonne. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes invité dans une semaine, soirée, telle et telle. Vous savez, en une semaine, on ne peut pas préparer grand-chose. Donc, on a tendance à revoir toujours, on fait du réchauffé, hein, entre parenthèses. Donc, on a tendance toujours à travailler sur les mêmes morceaux qui sont faciles à interpréter parce qu'ils sont déjà ancrés dans la mémoire, les mémoires des élèves. Et d'une autre manière, pour nous faciliter un petit peu la tâche, je dis toujours par manque de temps. Voilà, mais sinon, ça reste un programme d'urgence. Voilà, mais sinon, ça reste un programme qui plaît, parce que le public, lui, on le sait, le public de la musique andalouse, généralement, mais des fois, c'est à la demande exigeant. aussi. Ils préfèrent ceci, cela, surtout quand c'est le khlasatoullah. En général, ça endort un petit peu. Mais les connaisseurs veulent la nouba complète quand même. Mais c'est ça l'école d'Alger. On est obligé de fonctionner comme ça. D'ailleurs, dans toutes les écoles, il y a ça. Il y a un public bien restreint qui peut écouter toute la nouba en entière, mais il y a un bon nombre de personnes qui aiment la musique andalouse d'une manière générale, mais non, je préfère les 2 ou 3 morceaux, les derniers morceaux de la nouba. Il y en a d'autres qui préfèrent le premier. Ça, c'est des choix. Voilà, c'est des choix, des préférences, effectivement. Il faut contenter tout le monde. Voilà. C'est un peu l'objectif. C'est vraiment l'objectif. Ça reste toujours dans le classique. Mais l'objectif premier reste de répondre quand même au choix, à la demande du public. Et donc là, vous avez investi, on va dire, vous avez, comme vous l'avez si bien dit, pioché un petit peu dans des morceaux un petit peu mis de côté. Voilà. Oui, oublié. Voilà, oublié. Et donc, le travail s'est fait en compagnie donc, des membres de l'association. Ça vous a pris beaucoup de temps?
Non, sincèrement non. Ah, et on est rodé. Hein, ça nous a pris peut-être, non, avec toute modestie bien sûr. Oui. L'association Sendossia, quand même, ça reste une association assez active. Ça nous a pris peut-être, je dirais, une dizaine de jours pour trouver un petit peu, constituer la Nouba en elle-même. Voilà. En fait, on a été avertis aussi un petit peu. Et puis surtout, il faut faire attention. Entre parenthèses, il faut faire attention quand il y a un festival pareil, là où il y a plusieurs associations qui passent. Il faut faire attention à ne pas tomber dans les mêmes morceaux que les autres associations choisissent. Donc, il faudrait d'abord savoir quel est le programme de cette association qui va passer demain ou aujourd'hui, ou peut-être dans 2 ou 3 jours, et pour ne pas tomber dans les mêmes morceaux, parce que ça serait vraiment bête. Donc, d'interpréter le même morceau pour 2 ou 3 associations. Le plus intéressant aussi, c'est vraiment de varier le programme. Voilà. Alors justement, vous travaillez en commun accord, en collaboration avec les autres associations? Ça se passe comment? Non. Tout le monde a décidé de ce qu'il devait faire, donc j'espère que ça sera varié. Mais vous avez quand même une idée. Mais chacun peut-être à sa façon. Voilà, il y a un peu ça, chacun sa façon. De toute façon, il va y avoir l'école de Constantine, je suppose qu'ils ont invité Constantine, Tlemcen, donc par rapport à l'école d'Alger, c'est quand même des écoles différentes. Un petit quelque chose de... Quelles sont un petit peu vos attentes par rapport à l'événement de demain? Pardon? Quelles sont un petit peu vos attentes par rapport à l'événement de demain? On espère faire grand-chose. Hein. Vous espérez? Faire grand-chose. Faire une belle prestation si c'est possible, Inch'Allah. Espérons. Voilà, mais sinon, quel est un petit peu le rapport avec le public? On sait que le public est un public qui apprécie la musique andalouse. Donc, en tout cas, c'est vrai, on a quand même un bon public. Pour le moment, les gens s'intéressent. On a pas mal d'élèves aussi qui s'intéressent, des jeunes, et j'espère que ça va continuer. Voilà, ça va continuer. C'est un peu le rôle de l'association, vraiment aller dans la conservation, dans la préservation de ce patrimoine. Ça reste un patrimoine. C'est un peu le rôle de la commission pédagogique. Le rôle de quoi? De préserver? D'enseigner, de préserver, de choisir. Préserver. D'ailleurs, le but de l'association en entier, c'est justement de perpétrer et de préserver cette musique qui est un patrimoine national, c'est-à-dire qu'il appartient à tout le monde. Je ne peux pas dire à un élève, tu chantes tel ou tel morceau, mais il dit non, moi je n'aime pas ce morceau. Ça peut arriver. S'il ne l'aime pas, il ne le chante pas. S'il ne l'aime pas, il ne le chante pas. Il le chante quand même. Il le chante quand même. Il ne refuse pas en général. Et moi, je suis exigeant pour ça. Oui. Non, tu essaies de chanter le morceau, ne serait-ce que pour l'apprendre et pour les laisser de côté. Maintenant, si tu ne l'aimes pas, parce qu'il y a une émotion qui doit être transmise aussi. Si on n'aime pas, c'est un peu difficile. Non, mais il y a 2 points à savoir. On chante un morceau quand on l'aime bien pour faire ressortir tous les capacités, et puis on aime, quand on aime un morceau, on essaie de le chanter et on fait sortir tous les intérieurs, tous les sentiments, tous les capacités qu'on a. On vit les paroles qu'on chante en général. Et puis le deuxième... Donc on sent le chanteur vivre ces émotions-là. Il sourit, il est triste. On le sent, moi, quand vous chantez, on sent vos émotions. Le deuxième point dont j'insiste, c'est qu'il faudrait connaître le morceau. Même si tu ne l'interpréteras pas d'ici 1 année ou 2 ans, mais si tu le connais, c'est encore un bon point, parce que tu pourras quand même l'enseigner à une autre personne. Donc, c'est ça le but de préserver le patrimoine. C'est d'abord la transmission. C'est ça. Parce que je n'aime pas ce morceau, je ne le chante pas, je le laisse de côté. Il est oublié. Donc, il n'est plus archivé. Effectivement. Et justement, Madame Saki, c'est un peu le danger. Excusez-moi, le danger dans notre musique, c'est la transmission orale. C'est ça le danger. Il y a quand même un travail qui se fait pour la transcription de cette musique. Oui. Il y a un travail qui se fait dans ce sens, justement pour la préservation du patrimoine musical. D'accord. Mais
Reste que moi je suis un petit peu traditionnaliste, hein. Je ne sais pas si ça se dit. J'aime la transmission orale. Et puis, parce que faire sortir les capacités d'une personne, c'est quand on lui donne un morceau et qu'il le répète une seule fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est ça où les capacités d'un élève apparaissent. Apparaissent, effectivement. Et les talents aussi. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir les détecter. Alors justement, Madame Tréqui, au niveau de l'association, au niveau même de la musique d'une manière générale, on voit de plus en plus de jeunes qui investissent cette musique. Donc à chaque fois qu'on reçoit des associations, on a cette, j'ai envie de dire, ce côté positif. En tout cas, ils aiment ce qu'ils font. Ils aiment ce qu'ils font. Vraiment, c'est appréciable parce qu'ils viennent régulièrement, ils apprennent à jouer, à chanter. Des fois, je suis étonnée de voir certains éléments de 7-8 ans avec la ferveur. Même plus jeunes, hein. Même plus jeunes, oui, mais c'est-à-dire que c'est par rapport qu'ils sachent lire au moins le solfège. Donc, un peu plus jeunes, c'est un peu embêtant, mais dès qu'ils ont 7 ans et savent lire un petit peu le solfège, on les prend. On les prend. Et alors, qu'est-ce qui fait justement qu'aujourd'hui les jeunes s'intéressent de plus en plus? C'est les parents, par exemple? C'est les parents d'ailleurs. Je crois que les parents d'abord. Oui, surtout ça. Mais après, ils finissent par aimer. Et puis, je pense que c'est une bonne chose. Au lieu de traîner, et puis en plus de ça, ça leur fait oublier un petit peu les cours, les trucs. Hein. C'est un petit moment de détente. Pour reprendre le cours de la vie scolaire. C'est utile à l'agréable, parce qu'il y a quand même un côté éducatif. C'est un petit peu tout ce que font les associations. Elles œuvrent tous pour la postérité de cet art. Voilà. Il y a quand même ce côté éducatif aussi chez la persévérance, parce que ça reste quand même une musique savante, donc c'est très méticuleux, c'est très précis. La discipline aussi. La discipline, le silence. Il y a aussi la fréquentation. Oui. Vous savez, je vous parle à titre personnel. Par exemple, ça fait 38 ans que j'ai... Une vie, hein, mine de rien. Ah bah oui. Oui, l'association va fêter ses 37 ans. Ça fait 38 ans. Moi, j'étais dans une autre association avant, Jazairi Al-Mousselia. Donc, ce que j'ai appris dans l'association, je ne l'ai pas appris dehors. C'est vrai. Ni à l'école, ni à la maison. C'est vrai. À la maison, on vous donne une certaine éducation bien spéciale. Dehors, quand on a il y a des fréquentations des amis, des voisins, tout ça, c'est quelques points d'éducation. C'est une autre expérience. Mais au niveau de l'association, c'est une autre expérience. Moi, j'étais gamin à l'âge de 10-15 ans, je fréquentais des personnes âgées de 65-70 ans. J'aimais bien rester avec eux et les écouter discuter. Et on apprend le respect avec le respect. Voilà, donc finalement, c'est un cheminement et ça se complète. C'est l'école de la vie en même temps. C'est l'école de la vie, voilà, ça se complète. Ça complète l'éducation maternelle et paternelle. Voilà, effectivement. Donc on rappelle le rendez-vous de demain, donc ça va se passer au niveau de la salle Ibn Khaldoun à partir de 18h. Voilà, on vous souhaite très belle prestation. Comme à chaque fois d'ailleurs. Pardon ? Comme à chaque fois d'ailleurs. On stresse toujours un petit peu avant. Après, c'est un stress positif. Quand il y a un stress, c'est qu'on a envie de bien faire. Ça va de soi. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je rappelle Madame Rabia Bahija, Tréqui. Donc vous êtes la présidente de l'association Sindousia, aussi Sofiane Bouchafa. Merci beaucoup. Vous êtes membre de l'association percussionniste aussi et présidente de la commission pédagogique. Voilà, merci beaucoup d'avoir été. Et soliste. Et soliste. Voilà. Il est dans chance. Ah oui, super. Il a une voix qui ressemble un petit peu à quelque chose de matin. Essaye. Ça, c'est le comble des artistes. On leur demande un petit quelque chose avant de partir le matin. Bon. Qu'est-ce que je pourrais interpréter? استخبار ولا اللي تحب اللي يجيك سهل. قلبي ملك الهوى وعقلي صار شتات وغصاني من فراق الحباب ذبال قلبي ملك الهوى وعقلي صار شتات وغصاني
من فراق الحباب ذبالو غابوا عني ولا خبر عنهم يتبات أمن درا كيف نسالي سالو وإلا على العهد والمحبة لا زالوا. Bravo. Voilà, on vous applaudit, hein, en régie. Merci. Merci beaucoup à vous encore. Il va tout donner, belle hein, prestation. le matin. Voilà, le matin, mais c'est quand même magnifique. En tout cas, merci à vous. Très belle prestation à vous. Demain, Inch'Allah, on rappelle rendez-vous pris à la salle Ibn Khaldoun demain à partir de 18h. On continue et on va rester dans le patrimoine. Et cette fois-ci, Faria Al-Hamdi nous fait découvrir la poterie. On se retrouve pour la dernière station de cette matinée juste après. Située dans la commune d'Etrlili, à 35 km à l'est de Tizi Ouzou, Etrir est un village incontournable pour les connaisseurs en quête des poteries artisanales qui conjuguent raffinement et solidité. La région d'Etrir est connue à Tizi Ouzou et même au niveau national pour sa production de la poterie. Beaucoup de femmes de ce village, situé en face du Djurdjura, ont perpétué la tradition. Quand j'étais petite, je voyais ma mère, ma grand-mère, enfin mes grands-mères comment ils font, et ça m'a donné envie de faire aussi. J'essayais aussi de toucher à la terre, comment ça... Voilà, et c'est là que ça a commencé l'histoire de la poterie. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. C'est un travail manuel traditionnellement réservé aux femmes. La poterie était à l'origine un besoin d'utilité domestique en Kabylie. Je continue toujours à exercer ce métier et l'inculquer à nos filles et nos belles-filles. Les rares femmes qui continuent, vaille que vaille, à produire, le font beaucoup plus par amour pour ce métier que pour autre chose. Les femmes potières d'Etrir, âgées pour la plupart, optent pour la production de plats en terre cuite pour cuisson, le tagine, qui semble bien prisé sur le marché local et même en France. Le but de l'association, c'est de sauvegarder et valoriser notre poterie. Autre particularité, et pas les moindres, de la poterie de ce village est l'utilisation du tuf, appelé localement tefza, une pierre calcaire broyée à coups de pilon et à la force des bras pour la transformer en poudre qui sera mélangée à l'argile pour rendre les objets plus robustes. جنتي ديال جوج النار غير مزبوره ماشي المسوره اللي تنحفظوا في خراقي نكيلي غاسمي بزيغا في خراقي تنطوس مدافع يدي السكران 13 سنه كدا عمري 8 في خراقي استيسال من الفخار تعجبيني تخدم بويناسي تتعلم تحفظيت يمكنني تخدمي تبوي حفظات شي طاح شي طاح. La délicatesse et la finesse des objets fabriqués manuellement, patiemment polis avec une pierre lisse, et la couleur ocre obtenue grâce à une argile, avec laquelle sont enduits les objets avant leur cuisson. Mais avant de quitter le village d'Etrir, ces femmes ont décidé de nous souhaiter la bienvenue à travers ce chant magique, qui est Eshouiq, un chant d'existence qui les accompagne dans leur vie, de la naissance jusqu'à la mort.
on se retrouve sur ces magnifiques sonorités de Ashwiq. C'était un reportage de Faria Hamdi, elle qui s'est intéressée à la poterie, restant toujours dans le monde de l'artisanat. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la vannerie en compagnie de notre invité, à savoir M. Chaaban Moualed. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, marhaba bik. Merci. Alors, vous venez de Qléha. Qléha est une ville quand même qui est connue par l'artisanat et par la vannerie particulièrement, n'est-ce pas? Oui, depuis ça fait longtemps. Qléha est connue dans tout ce qui est art artisanal, même dans le bois et dans beaucoup d'activités culturelles et artisanales aussi. Voilà, effectivement. Et vous, vous êtes artisan, vous spécialisez plus dans la vannerie, la vannerie, oui. N'est-ce pas? C'est la vannerie. Donc, la vannerie a des spécialités. Donc, il y a l'osier, le rotin, il y a... Maintenant, ça s'est un petit peu, c'est-à-dire modernisé, donc il y a d'autres matières premières, c'est ça? Oui, un petit peu. Et il y a d'autres designs. Toujours, on a déjà parlé, parce qu'il y a d'autres modèles aussi, très modernes. Mais quand même, ça va. On voit une évolution par rapport, bien sûr, à l'ancien modèle. Voilà, c'est normal. Après, il y a le mode de vie qui change, qui s'améliore, qui se développe. Oui. Même tout ce qui est maintenant, il y a des décorations qu'on fait même c'est commercial. Ce n'est plus comme avant, le rotin, c'est domestique et tout. Maintenant, là, nous sommes en train de voir d'ailleurs quelques photos de votre travail. Ça, c'est un salon. C'est un salon classique, ça s'est fait avec de la manao. Donc, c'est une matière qui pousse en Asie, quelque part. Philippines, Thaïlande, enfin même en Malaisie aussi, la Malaisie c'est le meilleur producteur de rotin et là c'est la meilleure qualité de rotin. D'accord. Alors pour ce qui est du travail manuel lui-même, donc par rapport à la difficulté, par rapport à la technique, donc ça change d'une matière à une autre? Oui, exactement, ça change beaucoup parce que là, dans le rotin, à chaque fois on change de technique parce que c'est vaste comme... Donc à chaque fois, même la clientèle elle vous change de modèle. Oui. On ne fait pas de série, on ne fait pas des meubles, c'est-à-dire en série pour vendre. C'est sur commande. Généralement, c'est sur commande. Donc c'est personnalisé finalement. C'est personnalisé, voilà, comme le salon déjà, il est personnalisé, il a été commandé comme ça. Là aussi, on voit une... Oui, ça c'est la dernière fois, le dernier salon à Oran qu'on a fait à la fin de l'année. Ça c'est un petit salon comme ça, là, on peut s'asseoir, prendre un café. C'est un petit salon pour un thé, prendre un thé, parce que là déjà on voit la table elle est petite. Oui, la table est petite, effectivement. Donc c'est pour un petit coin, on prend comme ça un petit café ou un thé, voilà. Voilà. Donc finalement, ce qui est intéressant avec la vannerie, donc déjà on peut avoir des meubles, mais aussi on peut avoir des objets utilitaires, donc des objets de cuisine, des objets de décoration. Bien sûr, c'est une matière qu'on peut manier comme on veut, donc il n'y a pas de problème. C'est juste maintenant on parle de la création. Maintenant c'est la création aussi, c'est de créer de la nouveauté, c'est normal, parce que le marché maintenant, ce n'est plus comme avant. Vous avez des concurrents, vous avez beaucoup de... Aussi, la clientèle devient exigeante. C'est normal aussi, oui, bien sûr. Justement, on a remarqué ça. En Algérie, maintenant, les clients, c'est vrai que c'est un petit peu cher, parce qu'il y a quand même une petite inflation. Donc les gens, maintenant, c'est normal, ils choisissent sur tous les couleurs, les tissus, le rotin, les dimensions, il faut respecter... Bon, nous, on est habitués. Au fait, l'exigence du client, j'ai envie de dire, ça vous aide beaucoup aussi dans votre travail. Bien sûr, je suis habitué. Voilà. Bien sûr, vous êtes habitué, comme vous avez fait ça quand même. Maintenant, on est connu sur le marché. Donc, la clientèle, la plupart, elle nous connaissent. Donc, il n'y a pas de problème sur ça. Voilà, donc ça vous donne des idées, ça vous oriente un petit peu par rapport à la création, par rapport à l'innovation. Pardon? Je disais, l'exigence, le fait que le client soit exigeant, le fait qu'il ait des idées, donc ça vous aide un petit peu aussi à développer sur le plan... à faire ce travail mieux, bien sûr. Surtout sur le produit, parce que le produit, si vous le ratez, ça y est, vous commencez à perdre quand même. Donc il faut toujours il faut veiller toujours dans le produit, surtout l'atelier, c'est le plus important. Voilà, effectivement. Et donc ça reste quand même un travail de recherche. Oui. C'est un travail de recherche, oui, exactement. Parce que avant, je me rappelle, la vannerie, c'était presque standard. Oui. Maintenant... C'était standard, effectivement. On se rappelle, on trouvait les mêmes objets d'abord, partout. À l'origine, le rotin, quand ils ont commencé à moderniser le rotin,
en Europe, c'était juste des meubles à l'extérieur. C'était pas destiné à l'intérieur. Des meubles de jardin. Voilà. Maintenant, non, on peut c'est-à-dire l'utiliser partout, à l'intérieur du bureau, dans un salon, à l'intérieur, extérieur. Mais surtout que ça reste quand même des matières premières rigides, donc des matières premières qui supportent l'humidité. Même actuellement, il y a des clients, ils te disent c'est fragile, parce que quand on voit le produit, on a l'impression quand on s'assoit, on est au contraire. Oui. Je peux vous dire même, mais c'est plus solide plus que le fer. Parce que lui, le rotin, il est flexible, il est un petit peu, c'est-à-dire, d'abord, il est léger et flexible et solide. D'accord. Voilà. Voilà, et puis il résiste aussi. Hein, il résiste l'humidité, les températures. Oui, il résiste aux températures. Bien sûr, bon, en Algérie, il n'y a pas de problème comme température parce que ça va, on a quand même une température ambiante quand même. Voilà. Des températures ambiantes, mais on a beaucoup d'humidité. Bien sûr, il ne faut pas c'est-à-dire le produit, quand il est fini, il ne faut pas le délaisser. Oui, comme tout autre produit d'ailleurs. Hein, comme tout autre Exactement. Produit. Il demande toujours un petit entretien léger, pas vraiment un entretien comme le bois, il faut cirer, il faut juste enlever la poussière. Et quand même, dans 2-3 ans, il faut refaire un petit peu le vernis. Bon, nous, on fait de la maintenance, on fait des réparations, puisque nos clients sont pratiquement, c'est des clients annuels. Voilà. Donc, et puis c'est plus intéressant de revenir vers vous pour l'entretien parce que c'est vous qui avez conçu le produit, donc vous connaissez un petit peu comment le produit a été fait, comment il a été construit, comment il a été fabriqué. Oui, c'est-à-dire c'est normal. Pour rénover un produit, d'abord, moi je peux reproduire, je peux refaire un produit même s'il n'est pas à moi. D'accord. Ça c'est une grande faculté chez les artisans, parce que généralement les artisans ils vous disent quand je fais un produit je ne peux pas le refaire, c'est un peu, mais ça c'est une grande faculté. Je vous dis pourquoi. Un avantage. C'est pas par rapport à ça, à la commerciale, ils te disent moi tu n'as pas acheté chez moi, je ne répare pas. Non, c'est quand on répare nos produits. Oui. Nous on sait où est le problème ou le défaut. Mais quand on vous ramène un produit d'autres artisans, là vous risquez c'est-à-dire moi, je préfère que le produit, que je répare mon produit. Voilà. Mais maintenant, je n'ai pas de problème. Je répare toujours des produits qui ne sont pas à moi. Très bien. Parce qu'on me les ramène, c'est des clients, vous ne pouvez pas le refuser. Voilà, parce qu'il y a des clients qui achètent nos produits chez des revendeurs. Donc, le client ne sait pas où il a acheté le produit. Voilà. Donc, automatiquement, il vient chez vous et on ne refuse pas. Voilà, mais sinon, pour ce qui est du travail de la vannerie aujourd'hui, est-ce que les jeunes s'intéressent, par exemple, par rapport à la formation, par rapport à la prise en charge, par rapport à l'encadrement? Je vous dis franchement, ça, je suis vraiment... Les gens ne s'intéressent plus, je ne sais pas pourquoi. Ça, vraiment, c'est un petit peu qui est alarmant. Mais bon. Alarmant, mais je veux dire, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Je sais que c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que si ça se termine comme ça, automatiquement, le métier va disparaître. Voilà. Déjà, en Europe, ils ont ce problème. Même en France. Vous savez, en France, la vannerie commence à disparaître. Même les jeunes européens ne veulent plus travailler dans des métiers artisanaux. Le métier artisanal, c'est un métier quand même qui demande Non, avant on avait des apprentis. D'ailleurs, actuellement, ils travaillent, mais maintenant, j'ai pas, ils s'intéressent plus. C'est incroyable. Voilà, donc maintenant, il faut vraiment aller intéresser les jeunes. On sensibilise pourtant, mais ils veulent, je ne sais pas pourquoi. Franchement, moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un très très bon métier. C'est un beau métier, effectivement, quand même, qui représente un petit peu notre patrimoine. Mais sinon, vous continuez aussi à participer dans des salons, à participer dans des manifestations culturelles, encore une fois. Oui, les salons, je participe, soit international ou national. J'ai participé. Le dernier salon que j'ai fait, c'est le salon de Oran. Voilà, donc à la fin de l'année à Dak. Maintenant, on attend le calendrier, on attend ce qu'il y a comme. Voilà. On va voir, parce que maintenant, il faut préparer autre chose de nouveau pour entrer dans les salons maintenant, pour ne plus avoir des produits standards. Voilà. Donc on essaie de... Donc vous revenez à l'innovation, à la création. Moi, tout seul, s'il y a quelqu'un qui veut apprendre, sinon moi je suis dans mon atelier. Voilà, appel lancé, on vous trouve à Cléa de toute façon. Oui, donc Cléa, vous savez qu'il y a beaucoup d'artisans. Il y a beaucoup d'artisans à Cléa. Surtout, c'est mes cousins, il y a d'autres familles qui font. D'ailleurs,
Je lance un très bon grand bonjour pour eux. Et ça va quand même, eux aussi travaillent. On a tous les mêmes problèmes parce que c'est le même métier, donc on a presque les mêmes fournisseurs de matières, on a presque les mêmes problèmes, les mêmes avantages, les mêmes. Voilà, donc c'est ça le. Et le produit de Rotin, actuellement pour la commercialisation, moi je l'ai lancé dans les salons nationaux. Franchement, j'ai fait des expositions un peu partout. Il y a des wilayas où ils ne connaissent pas. Et là, c'est bien, ils ont quand même ils te disent oh, il y a ça en Algérie. Parce qu'ils le voient à la télévision. Le Rotin dans les films, surtout les films turcs, les films français, espagnols, ils voient ça, ils disent il y a ça en Algérie. Il y a, actuellement, il y a des familles algériennes qui te disent on ne savait pas que c'est fait en Algérie. L'importation, on dit non, le produit c'est. Voilà, c'est à ça quoi servent les salons justement. Voilà, il faut promouvoir la production nationale. C'est aussi bien sûr maintenant les réseaux, hein, heureusement, parce que maintenant ça aide beaucoup. Les réseaux sociaux, oui, ça marche bien. Voilà, un petit ça aide beaucoup. Voilà, mais sinon, vous avez d'autres projets toujours dans votre domaine, votre domaine artisanal. Pour le moment, c'est la production un petit peu. Les projets maintenant. Quel projet maintenant la matière un petit peu très chère. Oui. Et malheureusement, il y a une inflation qui va très très vite. On ne comprend rien parce que nous, c'est pas que le rotin. Il y a même les produits chimiques, la quincaillerie. Donc vous avez tout sur le marché qui flambe dans les prix. Voilà. Et là, nous, malheureusement, c'est le consommateur qui... Ça reste un phénomène, voilà, mais l'inflation reste quand même un phénomène mondial. Des fois, on a vraiment aussi. honte de donner des prix aux clients. Franchement, je vous le dis, c'est du simple au double. Voilà, pour vous informer qu'il y a une inflation qui est comme ça, librement, à Kawhada. On trouve le marché qui a flambé. Voilà, effectivement, le marché qui a flambé, ça reste quand même un phénomène mondial. On espère quand même un retour à la normale. Inch'Allah. Voilà. C'est ce qu'on espère. En tout cas, on vous souhaite une très très belle continuation dans ce que vous allez entreprendre et bravo aussi pour le travail que vous faites de conservation, de promotion, aussi de ce travail donc de vannerie au niveau d'Oqléa, au niveau aussi sur le plan national et international. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Chaaban Moualed, d'avoir été parmi nous ce matin. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous et avec un grand plaisir, je vous retrouverai dès demain à partir de 8h. Au revoir.